Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour ce vidéo live spécial auto-édition, un sujet dont on parle beaucoup. Nous avons, d'ailleurs, c'est très féminin ce soir, si je puis me permettre, en tout cas pour cette première table ronde, des invités qui vont venir aujourd'hui échanger avec nous sur ce sujet sur lequel vous avez beaucoup de questions et notamment depuis la circulaire du mois d'août. Tout d'abord, nous sommes avec Anne-Gaëlle Lyon. Bonsoir Anne-Gaëlle. Salut. Qui est autrice, avec son petit bébé derrière, qui est là aussi avec nous. Voilà, une invitée surprise et mystère également. Nous sommes aussi avec Catherine Winaud, que vous connaissez bien du CAP. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Et puis nous sommes avec Véronique Susser, qui est professeure et qui travaille sur une thèse sur l'auto-édition dont elle va nous parler. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bien, pour commencer, j'ai envie de dire, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que l'auto-édition de manière très simple? Peut-être Véronique, si tu veux démarrer. C'est une très bonne question, mais c'est une question épineuse justement. Ça part dans tous les sens au niveau, il y a un vrai problème de terminologie en fait. Alors que ce soit, donc moi je fais une thèse sur l'auto-édition, mais en français et en Allemagne de manière comparative, et que ce soit côté français ou côté allemand, on trouve 36 000 mots, 36 000 termes, mais quelle est la définition exacte qu'il recouvre, c'est plutôt flou. Donc je vous fais grâce des mots en allemand, mais bien qu'on retrouve par exemple self-publisher, puisqu'ils utilisent beaucoup d'anglais, donc ça on le retrouve dans tous les articles, self-publisher, indé en France ou indies côté allemand. En France, on a auto-édition, auto-publication, donc en Allemagne, Selbstverlag, Eigenverlag, etc. Et en fait, voilà, selon les auteurs, il y a déjà des travaux scientifiques, des travaux de recherche qui ont été menés sur la question. On peut trouver quelques définitions. Alors, j'avais posé la question à Bertrand Legendre, qui est professeur en sciences de l'information et communication à Paris 13. Donc, pour lui, l'auto-édition, c'est le fait de réaliser le livre. Et l'autopublication, c'est le fait d'en assurer la circulation, de le rendre public. Donc c'est déjà une nuance en fait entre les deux, quoi. Après, donc il y a une thèse qui a été écrite en allemand, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça va ennuyer tout le monde, mais qui distingue les Selbstverlag, c'est-à-dire les gens qui font de l'auto-édition, mais un peu sous forme de micro-entreprise, en fait, ce que l'on distingue clairement aujourd'hui, et ceux qui font du Autorenverlag, c'est-à-dire des maisons d'édition d'auteurs. Comme un peu ce que l'on a vu, on l'a vu récemment avec par exemple la création de la maison d'édition de bande dessinée Exemplaire, vous avez dû en entendre parler, et c'est exactement ça. Mais c'est rien de nouveau, Par contre, au niveau, donc c'est une très bonne question de commencer sur la terminologie parce que c'est le bazar le plus complet, mais en revanche, ce n'a rien de nouveau. Tout ça existe depuis le XVIIIe siècle, voire avant, au XVIe. Donc, on pourrait résumer peut-être de dire que un auteur ou une autrice va publier soi-même son ouvrage, donc en assurer, comme on l'a vu, la réalisation et va porter à sa charge du coup les coûts de cette réalisation, les investissements qui vont avec. Voilà. Peut-être on peut rebondir, Anne-Gaëlle, sur ta propre expérience, parce que c'est pour ça qu'on voulait que tu sois là aussi ce soir. Toi, tu as démarré par l'auto-édition et c'est très intéressant, je trouve, de voir le nombre de jeunes femmes qui, en France, ont démarré par l'auto-édition, puis voilà, ont eu un certain succès en auto-édition. On rejoint aussi parfois le circuit de l'édition traditionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, tes débuts, Anne-Gaëlle ? Oui, bien sûr. Donc, alors moi, j'ai toujours aimé écrire. C'était vraiment quelque chose une espèce de hobby. Mais j'ai aucun contact dans ma famille, dans mes amis ou quoi, qui vient du monde de l'édition. Et donc, j'avais cette espèce de croyance qui voulait que dans la vie, il y avait les gens qui écrivaient et les gens qui aimaient lire et qui aimaient écrire, et que ceux qui étaient publiés, c'était pas forcément les mêmes. Et que pour ça, il fallait avoir des contacts. Voilà, une espèce de cliché, de préjugés, plus ou moins justifiés, je pense, parfois. Mais en tout cas, ça m'avait même jamais traverser l'esprit que quelqu'un puisse s'intéresser à ce que j'écris. Et c'est marrant d'ailleurs que je fais une petite parenthèse féministe, mais c'est intéressant que tu aies dit beaucoup de jeunes femmes te publier. Je pense que c'était vers ça que tu voulais aller. Je pense qu'il y a un peu un syndrome de l'imposteur qui est commun à pas mal de ces gens qui
parfois se disent bon, je vais pas faire trop de bruit, je vais discrètement m'auto-publier sur un site où il y a déjà des millions de livres, et puis on verra si peut-être éventuellement un jour sur un malentendu quelqu'un a envie de me lire, quoi. Il se trouve en effet que moi probablement c'est un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'ai pris ça plutôt comme un jeu. Il se trouve que moi j'avais je travaillais en entreprise, etc., que ça me laissait pas beaucoup le temps de réfléchir à ça, et je suis partie vivre à New York. On s'est expatrié avec ma famille, et en arrivant là-bas j'attendais d'avoir un visa de travail. Et donc, en attendant ce petit bout de papier, je suis allée prendre du temps pour écrire, mais vraiment voilà, pour me changer les idées, pour me faire du bien et tout, en me disant tiens, on m'a parlé de l'autopublication, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'est rigolo, je vais essayer. Mais c'était vraiment un jeu, en fait, de se dire, tiens, j'ai vu je suis allée sur Kindle ou KDP. Je sais pas, Amazon, en tout cas Amazon, quoi. Et il y a une petite vidéo qui est super rigolote où écrit, vous aimez écrire, ben voilà, vous faites upload de votre document Word et en 24 heures, le monde entier peut lire votre livre. Alors évidemment que moi je m'imaginais pas qu'il y ait des Mexicains, des Australiens ou des Japonais qui lisent mon livre. Ce que je me disais surtout, c'est que ça allait être amusant en étant loin, de pouvoir permettre à mes amis ou ma famille de lire éventuellement. J'avais un petit blog, j'avais 2-3 trucs, quoi. Et donc voilà, donc je me suis dit, il te reste 2 mois avant d'avoir ce papier, écris une comédie, quelque chose qui puisse se faire en 2 mois. Donc même là, vous voyez, l'ambition, elle était quand même assez limitée, c'est-à-dire que je m'octroyais pas plus de 2 mois. Bon bref. Long story short, en gros, j'ai écrit ce livre qui s'appelait Les petites anecdotes des candidats aux jeux télé. Et j'ai fait comme c'est dit dans la vidéo sur Kindle, j'ai mis mon document en Word, j'ai cliqué sur le bouton, j'ai dessiné une couverture moi-même, je me suis fait aider d'un freelance en ligne qui m'a aidé à le faire un peu propre, et puis youpla, sans même faire appel à une correctrice ou quoi, parce que de toute évidence je me disais pas que mon texte méritait un quelconque investissement, j'ai mis mon texte comme ça en ligne. Ça m'a pris 24 heures. Ça a dû me coûter, je sais pas moi, 15 €, ce que j'avais donné à la personne pour m'aider en freelance pour faire la couve comme il fallait, dans les formats qu'il fallait. Et puis voilà, sur ma page Facebook où il y a mes amis, ma famille, j'ai dit salut, voilà, j'ai mon livre et je l'ai mis. Et là, il s'est passé un truc assez étonnant, c'est que j'ai commencé à voir apparaître des commentaires. C'est-à-dire qu'on peut voter pour les livres sur Amazon, pas les voter, mais les commenter, quoi, donner un avis. Et j'ai vu des gens dont je ne connaissais pas ni le nom, ni l'origine, ni la provenance, dire qu'ils avaient aimé mon livre. Et là, ça m'a fait un drôle d'effet. Déjà, je me suis demandé si c'était truqué. Et puis ensuite, je me suis dit, mince, je sais pas, ça m'a fait quelque chose à l'intérieur, comme si tout à coup, il y avait quelqu'un, quelque part, qui me disait, pourquoi pas, en fait. C'était un moment assez important pour moi. Je me souviens que, je sais pas, ça m'a fait une espèce d'émotion qui était un mélange de incroyable. Comme tout à coup, voilà, il y avait une espèce de porte qui s'ouvrait où je savais même pas que dans ce mur, il y avait une porte, en fait. Et donc là, je me suis dit, vraiment, c'est grisant, c'est excitant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Entre-temps, Amazon a mis en avant le livre. Je ne sais plus pour quelle raison, sans que je leur le demande, parce que je ne savais même pas à qui m'adresser. Et le livre s'est téléporté dans les 15 meilleures ventes de Amazon, France, Kindle. Et là, un éditeur m'a écrit en me disant « Bonjour, je m'appelle machin. » en l'occurrence, je m'appelle City Édition. Je voudrais mettre votre livre en librairie. Je me souviens que j'avais une espèce de gloussement de... Pardon, voilà, et donc j'ai accepté parce que j'avais rien à perdre et on était quand même dans l'idée que ce soit un jeu, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça grisant. Avec Amazon, on a accès à un espèce de tableau de bord qui vous montre limite à l'heure près combien d'exemplaires vous vendez. Bon, alors moi, ça tournait autour de 1 ou 2 selon le sens du vent, mais quand même, c'était hyper excitant. Et d'un coup, Amazon a mis en avant le truc. Moi, j'étais à New York à ce moment-là et je me souviens, je me suis réveillée donc à 10h, il était 16h en France. Et là, je vois, vous en avez vendu 2000, je crois. Et donc, je me suis dit, putain, c'est un truc de fou. Et là, ça s'est emballé. Toute proportion gardée, hein, comme s'emballe n'importe quel livre Kindle qui est mis en avant sur Amazon en général. Hein. C'est-à-dire que ça n'avait rien d'exceptionnel, mais pour moi, c'était étonnant. Et donc, cet email de City Édition à qui j'ai confié le manuscrit. Et là, les semaines ont passé et je me suis dit, tiens, c'était tellement cool, est-ce que je recommencerai? Mais à ce moment-là, je le fais en y mettant vraiment de moi et en essayant d'y croire un tout petit peu plus. Et donc là, il n'était plus question de se mettre une deadline ou de 2 mois ou 6 mois. Je me suis dit, tiens, je vais écrire ce livre inspiré de l'auberge qu'avait mon père à l'époque en France, où je l'aidais parfois à faire le service. Et j'ai appelé ce livre « Le bonheur n'a pas de ride ».
Et ce livre-là, pour le coup, autant les petites anecdotes qui depuis a été renommé Buzz, a eu son petit succès, mais est vraiment extrêmement relatif et je pense bien supérieur à ce qu'il méritait. En revanche, Le Bonheur n'a pas de ride, pour le coup, vraiment ce livre, voilà, en quelques semaines, il s'est retrouvé numéro 1 des ventes sur Amazon et il a plus bougé. Et donc là, c'était vraiment fou parce qu'il y a eu un vrai bouche à oreille. C'était pas là, il n'y a eu aucune promotion. Le livre est monté tout seul, donc par vraiment un jeu de bouche à oreille ou d'algorithme, ou je ne sais même pas d'ailleurs. Et là, c'était un moment pour moi vraiment important, en tout cas dans mon histoire. Alors, c'était que Amazon, c'était que Kindle, il était que à 2,99 €. Donc, il y avait plein de raisons qui faisaient que ce livre, peut-être à ce moment-là, fonctionnait. Mais toujours est-il que pour moi, à mon échelle personnelle, c'était un moment très important parce que je me suis dit pour la première fois que peut-être j'avais le droit d'y croire. Et c'est le message vraiment moi que je fais passer à tous les auteurs, et ils sont très nombreux qui m'écrivent pour me demander des conseils sur l'auto-édition. Je crois que tous les gens qui comme moi ont un petit souci de légitimité ou qui doutent, voilà, souvent des femmes d'ailleurs et tout, je trouve que c'est très très bien parce que le jour où moi des éditeurs ont commencé à m'appeler pour me proposer de publier ce livre et même d'autres que j'avais même pas encore écrits, dans les moments où je doutais ou même aujourd'hui quand je suis plus sûre de moi, et ben je me rappelle que moi c'est les lecteurs qui ont été derrière moi et qui m'ont suggéré qu'éventuellement il fallait que j'y croie et que je me lance dedans. Et ça c'est un truc qu'il y a, je crois, que l'auto-édition qui peut apporter. Moi, c'est pas un piston, c'est pas quelqu'un qui un jour dans un bureau à Paris a dit oh là là cette fille je vais miser dessus. C'est vraiment des gens normaux derrière leur Kindle qui se sont passés le mot et qui ont dit tiens cette fille-là on aimerait lire davantage ses écrits. Voilà. Et donc pour tout ça, moi je suis très fière. Je sais que parfois les gens disent oh là là l'auto-édition c'est pas super classe et tout. Bah honnêtement moi jamais je renierai ça et j'en suis très très fière et voilà, aujourd'hui, je suis chez Albin Michel. Le Bonheur n'a pas de ride, on en a vendu plus de 200 000. Donc, c'est un truc de fou, quoi. De quelques ventes, on passe enfin, ça peut aller loin, en fait. On peut aller très, très loin. Et jamais, si j'avais pas fait l'auto-édition, jamais j'aurais envoyé un livre à un service des manuscrits, ça, c'est certain. En tout cas, je trouve que ce qui ressort de ton témoignage, Anne-Gaëlle, c'est tout ce qui est autour de la légitimité. C'est-à-dire que c'est vrai que aujourd'hui encore, on est dans des perceptions, on l'a bien vu, et puis donc avec Catherine, on fait partie des représentants d'artistes, auteurs, autrices au ministère qui ont milité pour que l'auto-édition soit reconnue comme étant dans le régime artiste-auteur, c'est-à-dire que auto-éditer, ça fait pas de nous quelqu'un qui n'est pas un auteur. Voilà, dans résumé, puisque telles que les choses étaient conçues, il y avait des différences. Par exemple, un plasticien, une plasticienne qui vend directement son œuvre, qui la conçoit et qui la vend, est considéré comme un auteur à part entière au sens du code de la propriété intellectuelle. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est vrai que sur l'édition, on se rend compte qu'il y a un peu comme deux mondes, avec souvent des sujets ultra polémiques, dès que ça touche au fait de publier soi-même. Est-ce que ça a une légitimité, pas de légitimité? Catherine, qu'est-ce que ça t'inspire, ça, toi qui, auprès du CAP, a vraiment vu les différences entre les secteurs, entre l'édition et puis les autres secteurs artistiques? Mais en fait, du point de vue c'est la vente d'œuvres originales au sens non pas d'exemplaires d'œuvres reproduites, oui, qui a toujours été pour le coup dans le régime, ça c'est pas nouveau, hein. Et les exemplaires d'œuvres ne l'étaient pas. Donc en fait, c'est ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est une ouverture pour tous. C'est pas une ouverture exclusivement pour les écrivains. Parce qu'il n'y a pas que des textes qui sont reproduits. Et du point de vue des définitions, nous, au CAP, pour le coup, pour analyser le truc, on est parti déjà de la notion d'édition elle-même. Alors, pas en Allemagne, hein, on s'excuse, nous on reste en France, mais de la notion d'édition, et le professeur André Lucas définit les choses en disant que c'est la fabrication en nombre de tout support matériel fixant une œuvre de l'esprit, même des objets corporels dans lesquels s'incorpore une œuvre graphique ou plastique. Donc c'est bien une histoire de reproduction d'œuvres. Et nous, du point de vue de la définition, hein, de l'auto-édition, pour l'instant, on en est arrivé à se dire que ça se définissait comme la reproduction ou la diffusion, parce qu'effectivement, il y a ces deux aspects qui peuvent être
Je veux dire, on peut faire les deux ou pas. Donc la reproduction ou la diffusion de son œuvre par l'artiste-auteur lui-même, en série non limitée, et quel que soit le support matériel de l'œuvre reproduite et la nature de l'œuvre. C'est-à-dire que ça concerne tout aussi bien les images. Oui, tout à fait, tout à fait. Je propose qu'on rentre... Oui, vas-y Catherine. Oui, mais en fait, ce qui était dans ce que tu disais, c'est-à-dire ce militantisme pour que l'auto-édition rentre, c'est vrai qu'on est, et alors là, plus du côté effectivement des industries culturelles, pratiquement sur l'idée, même si côté art visuel, c'est un peu le cas aussi, sur l'idée que ce serait le diffuseur qui ferait l'auteur, hein, et non pas l'inverse. Et donc, bien entendu que c'est l'auteur qui fait le diffuseur, hein, et on marche sur la tête en pensant ou en imaginant l'inverse. Même si l'important au final c'est que l'œuvre soit diffusée, ça n'empêche qu'à la base c'est bien l'artiste-auteur qui crée les œuvres et que sans nous il n'y aurait pas de diffuseur. Donc il faut, et c'est vrai que du côté AG7 par exemple, tout était pensé en fait en quelque sorte comme si c'était le diffuseur qui faisait l'auteur. Et ça, je pense que ça n'aide pas du tout. Voilà. Et c'était une des raisons de l'exclusion, en quelque sorte, de l'auto-édition, puisque l'auto-édition, c'est quoi? C'est exercer nous-mêmes un droit de reproduction de notre œuvre. Donc on croit rêver. Quand c'est quelqu'un d'autre à qui on cède des droits, on cède le droit de reproduction, ça rentrait dans notre régime. Mais si on le gère nous-mêmes, ça ne rentre pas. Il y avait une absurde. C'est évident que c'est bien un travail d'artiste-auteur voilà. Donc c'est vrai que ça bouscule un peu des choses, mais en fait ça remet un peu les choses en place aussi, surtout. Tout à fait. Je vais juste lancer notre petite pastille dessine-moi un statut pour qu'on récapitule, on va dire, les notions de base entre auto-édition, compte d'éditeur, compte d'auteur, et puis ensuite je laisserai la parole à Véronique qui avait l'air d'avoir envie de nous dire beaucoup de choses, je pense, sur ce sujet. C'est pour Alors c'est parti, dessine-moi un statut, Émilie. L'auto-édition, c'est quoi? Quelle est la différence avec l'édition à compte d'éditeur et avec le compte d'auteur? L'édition à compte d'éditeur est l'un des modes de publication possibles d'un livre. L'auteur voit son livre sélectionné par une maison d'édition. Cette maison d'édition s'engage à faire paraître ce livre en échange de l'acquisition d'un certain nombre de droits patrimoniaux de l'auteur. L'auteur signe avec la maison d'édition un contrat de cession en échange d'une rémunération, le plus souvent sous forme d'avance sur ses droits d'auteur et de l'exploitation de son œuvre par la maison d'édition. Dans le cadre du compte d'éditeur, l'auteur n'a en théorie jamais à payer quoi que ce soit. C'est lui qui est rémunéré pour la publication de son livre. A l'inverse, dans le compte d'auteur, c'est l'auteur qui va payer une entreprise pour voir son livre édité. Dans la pratique, des maisons d'édition à compte d'auteur ont tendance à se faire passer pour des maisons d'édition à compte d'éditeur. Souvent, des auteurs et autrices envoient leurs manuscrits en pensant s'adresser à une maison d'édition, obtiennent systématiquement une réponse positive, puis découvrent qu'ils devront payer une somme importante pour voir leur livre imprimé. Attention donc à bien différencier compte d'éditeur et compte d'auteur lors de vos démarches. L'auto-édition est encore un autre mode de publication. Il s'agit pour l'auteur de prendre lui-même en charge l'édition de son livre sans passer par l'intermédiaire d'une maison d'édition. Dans ce cas, l'auteur est aux commandes de A à Z. Il conserve ses droits patrimoniaux sur son œuvre, mais devra assurer toutes les étapes de la vie d'un livre ou bien rémunérer des professionnels pour l'y aider. Correction, maquette, couverture, communication, marketing, diffusion, stockage, dédicace, l'auteur devient son propre éditeur. L'auto-édition est un choix plébiscité par de nombreux auteurs et autrices qui se sentent plus libres et maîtres de leur choix, mais ce choix demande un investissement conséquent. Édition à compte d'éditeur, compte d'auteur, auto-édition, le mode de parution d'un livre appartient à son auteur. Mais il reste fondamental d'être éclairé sur les tenants et aboutissants de chaque choix.
c'était « Dessine-moi un statut ». Alors Véronique, je sentais que vous brûliez de réagir. Pour juste apporter une petite info comme ça par rapport à ce que disait Catherine sur l'AGESA, pour qui c'est le diffuseur qui est auteur. En fait, ça remonte peut-être. J'ai trouvé cette info dans la thèse de Stéphanie Parmentier, qui a soutenu une thèse sur l'auto-édition en France en septembre dernier, où Jules Renard, donc dans son journal fin 19e, début 20e, dit « Le véritable auteur d'un livre est celui qui le fait publier ». Donc voilà, il y a peut-être cette tradition française derrière dont s'inspire l'AGESA, sur laquelle peut-être s'est bâtie l'AGESA. Je sais pas. Ouais, c'est de toute façon de longue date, je dirais. Et ça, c'est pour ça que c'était très intéressant de voir l'auto-édition être enfin visée par la circulaire du mois d'août sur le régime artiste-auteur. C'est parce que on a fait rentrer aussi dans la lumière tout un tas de pratiques qu'on sentait finalement, non pas totalement ignorées, mais on sentait que comme de toute façon on a un vrai problème d'identification de l'exercice de nos métiers au niveau institutionnel, que ça restait très flou pour les administrations, ce que c'était que l'auto-édition, comment ça se pratiquait, etc. On a parlé de l'expérience d'Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, j'ai une question qui me paraît importante, c'est que finalement tu as de toi-même, je dirais à travers des plateformes numériques, démarré une exploitation en numérique de ton livre. Puis voilà, il y a des maisons d'édition qui se sont intéressées à ce que tu faisais. Est-ce que ça t'a permis de mieux négocier tes contrats, le fait d'arriver finalement avec un bagage, puisque tu avais déjà un lectorat derrière toi. Je dis ça parce que très souvent, il y a une sorte de caricature, je dirais, qui oppose l'édition traditionnelle et l'auto-édition, comme si c'était deux mondes complètement qui n'avaient aucun rapport, alors qu'on sait très bien dans l'envers du décor que les maisons d'édition et les plateformes communiquent très régulièrement, que les maisons d'édition font de la veille sur les plateformes pour voir voilà, les nouveaux projets qui émergent. Est-ce que toi, ça t'a donné une sorte de poids justement pour défendre tes intérêts économiques, je dirais? Je crois que oui. Honnêtement, oui. Alors, à deux titres. Il y a deux raisons principales. La première, c'est parce que y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont contactée. Et je ne suis pas certaine que ça aurait été le cas si j'avais envoyé mon manuscrit au Petit Bonheur la Chance dans les maisons d'édition au service manuscrit. Parce que quand on a 0 contact, c'est ce qu'on fait. Donc en effet, il y a eu un bon nombre de maisons d'édition qui se sont mis sur les rangs puis qui ont fait évidemment monter les enchères les uns envers les autres. Donc ça ne serait probablement pas arrivé si j'avais pas été numéro 1 des ventes pendant 10 semaines, etc. Et la deuxième chose, c'est que je crois que moi, ça m'a donné une certaine confiance, alors toute relative, on sait d'où on part, mais je me suis dit, t'as réussi jusque-là à le faire toute seule et tout va très bien, merci. Donc, tu continueras à le faire toute seule, merci beaucoup. Et en fait, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est pas grave, en fait. La publication papier n'était pas une fin en soi, parce que moi, je suis pas rentrée dans le jeu en visant ça. Donc, c'était juste un plus, c'était un bonus. Mais je sais qu'il y a des auteurs qui ont décidé de faire le choix de ne faire que de l'autopublication et de s'affranchir des maisons d'édition, des librairies, etc. Et ils gagnent très bien leur vie et ils sont très contents, merci. Donc pour moi, c'était deux choses qui venaient en complément. C'est super cool d'avoir les deux et honnêtement, je ne veux pas avoir l'air ingrate parce que je mesure aussi, c'est vraiment très agréable d'avoir cette maison d'édition, on est moins seul. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler en équipe, je suis ravie d'avoir une éditrice avec qui je peux échanger. Voilà, moi, j'aime bien travailler à plusieurs. Donc, ça me va très, très bien d'avoir autour de moi des gens brillants, talentueux, bienveillants, avec qui échanger, se renvoyer la balle. Donc, en ça, c'est vraiment génial et c'est pour ça que je le fais. Mais il n'était pas exclu pour moi que si ces contrats n'avaient aucun intérêt, je resterais sur le numérique uniquement. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous inspire, Véronique, ce que dit Anne-Gaëlle ? C'est le discours que l'on entend tout à fait auprès des auteurs hybrides. Après, je note qu'au début, j'avais l'impression que vous étiez un peu contre les éditeurs. Enfin, justement, on envoie un manuscrit comme ça quand on est anonyme et les comités de lecture, de toute façon, on sait très bien qu'on n'a aucune chance, etc. Quand on se positionne du point de vue des éditeurs, parce que j'en ai interrogé certains en octobre, pendant les vacances de la Toussaint à Paris, et eux, non, disent qu'au contraire, ils croulent évidemment sous les manuscrits, mais qui lisent consciencieusement. Eux, ils ont l'impression de vraiment faire leur travail correctement, quoi. Mais après, ils cherchent les pépites, quoi. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, cette veille sur les plateformes numériques leur permet de. Mais alors après, qu'est-ce qu'on appelle pépites ?
Qu'est-ce que c'est un bon manuscrit? C'est aussi, on parle de légitimité, mais c'est qu'est-ce que extrêmement subjectif de toute Est-ce que c'est à façon. l'américaine celui qui vend? Ou est-ce que la littérature compte de nombreux auteurs excellents qui sont des monuments de la littérature, mais qui ne vendaient pas aussi. Donc, c'est quoi ça pose Bien ce sûr. questionnement-là. Donc, les éditeurs, par exemple, j'ai vu Virginie Claessens, que vous devez connaître, qui est chez Editis, qui est la présidente de la commission numérique du SNE, Pierre Dutilleul du SNE. Eux, ils ont l'impression que non, les éditeurs font leur travail, et au contraire, mais ont du mal à trouver vraiment des pépites, quoi. Moi, je crois qu'on peut relativiser, parce qu'en fait, une parole du SNE est forcément une parole, je dirais, des grands groupes, ce qui est normal. Oui, mais c'est la parole des éditeurs. Oui, bien sûr. Alors après, je relativise juste entre, je pense qu'il y a les patrons des grandes maisons d'édition, et après, il y a, je dirais, les salariés de ces maisons d'édition qui vous diraient que il y a eu 5 postes supprimés cette année dans la maison d'édition, que c'est les stagiaires qui reçoivent le service manuscrit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... je pense qu'il faut être lucide. Si on prend des chiffres, alors c'était des chiffres il y a 10 ans, donc en plus maintenant c'est beaucoup plus, mais Gallimard donnait le nombre de manuscrits qu'il recevait par jour, et ça devait être quelque chose comme 300 ou un truc comme ça, c'était quelque chose entre le numérique et le papier. Humainement, de toute façon, ce n'est pas vraiment possible de tout regarder. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas regardé. Moi, j'avais envoyé mon manuscrit, par exemple, par une voie plus classique. Il a été sélectionné. Donc c'est possible. Mais là où je comprends quand même ce que dit Anne-Gaëlle, c'est que malgré tout, ça reste un milieu dans lequel il est assez rare d'arriver quand même de nulle part. Malgré tout, je trouve que c'est un milieu... Voilà. Il y a quand même circulation... c'est... Mais c'est d'où le succès de l'auto-édition que permet le numérique aujourd'hui. C'est pas le numérique d'ailleurs, c'est pas du tout le numérique, puisque ça existait depuis bien longtemps avant. Mais c'est bien aussi une remise en question du monde de l'édition, de ce réseautage parisien, germano-pratin, ça c'est sûr. Ça c'est évident, tous les auteurs, beaucoup d'auteurs le dénoncent, bien sûr. Après, j'ai eu un entretien avec, vous avez dû voir passer ça aussi, cette nouvelle plateforme numérique Éditez-nous, qui se propose de mettre en lien par le jeu d'algorithmes des auteurs et des éditeurs. En fait, c'est un peu le mythique de l'édition, et qui lui dit qu'il y a une nouvelle génération d'éditeurs qui arrive. Ah, mais ça... Voilà, et qui, eux, veulent vraiment essayer de changer justement ce côté réseautage parisien, piston parisien, évidemment, il ne faut pas se leurrer. De toute façon, sociologiquement, c'est sûr. Sociologiquement, il y a dans ce domaine, je suis bien d'accord, il y a et puis il y a édition, c'est-à-dire que même au sein des groupes éditoriaux, on est sociologiquement sur des groupes différents, entre des familles ancestrales, entre des groupes très commerciaux puissants, entre des petites maisons d'édition indépendantes. À chaque fois, c'est compliqué c'est très compliqué de généraliser parce qu'il y a tellement de nuances, et en même temps, j'ai l'impression que même les moyennes et petites maisons d'édition vont aussi publier parce que c'est fin, parce qu'il a besoin parce que tel bouquin, même si c'est très bien qu'il n'est pas bon, mais il y a du préachat, donc ça va lui amener de la trésorerie. Et les petites et moyennes éditions pratiquent ça aussi, et je l'ai fait, donc je sais. J'avoue. Moi, je fais juste un complément sur ce que tu viens de dire, Sam. Avant de mettre le Bonheur n'a pas de riz dans les lignes, j'ai envoyé à quelques maisons, mais très peu, au service des manuscrits, comme je disais. J'ai eu aucune réponse, sauf de une, Albin Michel, justement, qui a lu le manuscrit et qui m'a appelé. Il n'était pas sur Internet, donc il n'y avait vraiment aucune manière de savoir que ce livre potentiellement allait marcher. Et de façon tout à fait naturelle, ils m'ont dit des lectrices ont repéré votre manuscrit, vous en êtes où, etc. C'est une des raisons qui a fait que je suis allée chez Albin Michel, parce qu'au final, c'est pas juste une question de contrat, c'est aussi de se dire, eux lisent les trucs. Déjà, moi, j'ai bien aimé qu'ils lisent les trucs des manuscrits. Je trouvais que c'était à leur honneur. Et donc, je me suis dit, tiens, il l'avait repéré. Au final, ça ne s'était pas fait avec eux. Voilà, le livre d'après s'est fait avec eux. Et je rebondis sur une deuxième chose, et après, j'arrête. Oui, il y a maintenant, on peut s'auto-éditer et espérer être dans les classements, mais il y a aussi plein de livres merveilleux qui ne parviennent pas dans les classements parce que la couve n'est pas dingue, parce que le pitch n'est pas réussi, ou juste parce que les algorithmes sur ce coup-là n'ont pas marché. Mais il y a de plus en plus de petites structures, exactement comme Librinova, qui est quand même très connue,
qui font ça exactement, c'est-à-dire qui essaient de repérer les auteurs, les manuscrits, etc., et qui ont un système d'agents extrêmement efficace qui met les auteurs en lien avec des maisons d'édition. J'ai pas mal de gens, moi, autour de moi, qui ne connaissaient personne et qui, comme ça, en sont venus à être publiés dans des très belles maisons. Donc oui, ça fonctionne. Et il y a plein de concours organisés par ces maisons-là. Et je le sais parce que l'année dernière, j'ai été marraine de deux prix en particulier là-dessus, le prix Librinova et le prix Kobo, qui fonctionnent sur le même principe, c'est-à-dire qu'ils prennent des auteurs qui n'ont jamais été publiés et les mettent dans la lumière. Là, cette semaine, il y a une dame qui s'appelle Reine Andrieux qui a été publiée chez Prélude et qui vient uniquement de l'auto-édition, et c'est ce concours qui lui a permis d'émerger, et c'est pour de vrai, hein. C'est pas du storytelling, en fait tout le monde la connaissait, tout ça. Non, enfin cette nana, juste elle a publié un truc magnifique et tous on l'a repéré. Et maintenant, chez Prélude, elle bénéficie d'une sortie en grande pompe. Donc, il y a des mécanismes du coup qui se greffent autour de ça et qui vont au-delà du classement et du nombre de ventes et tout ça. Et je pense que ça va être de plus en plus. Enfin, j'espère que les maisons d'édition vont mettre en place des systèmes pour arriver à repérer les talents qui sont autopubliés. Je voulais te poser une petite question, Anne-Gaëlle. Administrative, je dirais, sans entrer trop dans les détails, mais on sait que c'est un peu la croix et la bannière et que tout est flou. Toi, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, comment tu as réussi à trouver des informations pour savoir comment tu devais procéder en tant qu'autrice auto-éditée? À quel sujet procéder? De manière générale, c'est-à-dire comment déclarer ses droits, qu'est-ce que c'est que ses revenus, en fait. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une forme d'auto-organisation aussi entre auteurs et autrices auto-édités pour essayer de déchiffrer un peu tout ça, parce que c'est assez compliqué. Moi, j'ai trouvé que c'était un cauchemar, honnêtement. En plus, moi, j'habitais à l'étranger à l'époque, donc rajouter un truc... habiter à l'étranger, machin, Amazon, où tu touches tes paiements dans la devise du pays où ça a été vendu. Donc, tu vas toucher 3 € en yens, 4 € en pesos. Enfin, laisse tomber, quoi. Donc, tu as tout ça qui vient. Au final, moi, donc, il y a beaucoup de solidarité entre les auteurs auto-édités. Ça, c'est vraiment chouette. Et donc, tout le monde essaie de se passer le mot un petit peu de toi, comment tu as fait, j'y comprends rien, etc. Moi, au final, en arrivant en France, j'avais tellement de choses à régulariser sur les trucs américains, etc., que je me suis fait aider d'une personne qui s'y connaît. On a mis beaucoup de temps à la trouver. J'avoue que mon chéri m'a aidé sur le coup. Voilà, une comptable, conseillère, je ne sais même pas comment on l'appelle. Oui. C'est très magique. Je lui envoie toutes mes questions et les trucs que je ne comprends rien par email et elle m'aide. Mais évidemment, je la paye pour ça. Toutes les vidéos et tout que je trouve aussi sur la Ligue m'ont beaucoup aidé, notamment pour arriver à obtenir quelque chose là pour mon congé maternité. Donc merci en passant. Mais à part ça, je trouve que c'est difficile, mais il y a une zone de flou. Maintenant, ça va s'arranger puisque tu vas pouvoir déclarer ses revenus dans le régime artiste-auteur. Ouais. Mais avant, du coup, t'étais quoi? Tu sais si ça devait être une auto-entreprise, non? Un truc comme ça. C'était en micro-entreprise? Tu as tellement délégué que tu n'en sais rien? Franchement, c'est vraiment pas mon truc, ces trucs-là. En plus, moi, je touchais tout ça sur un compte américain. Donc, je devais... en plus, j'ai déménagé en cours d'année, donc j'ai dû déclarer à la fois aux États-Unis et en France ce que j'avais gagné pour payer des impôts à chaque fois aux deux pays et être réglo, quoi. Maintenant, tout ceci est réglé et en effet, on met tout ensemble et on déclare tout ce que je gagne à la fois sur Kobo et Amazon, qui sont les deux trucs sur lesquels je suis, plus tout ce qui est Albin Michel, qui lui, pour le coup, fait une déclaration beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. Mais ouais, pour moi, ceci est très flou et ça le reste. Honnêtement, je continue de trouver ça très flou. Mais il n'y a pas de source d'information vraiment. Enfin, Catherine peut-être rebondir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a peu de sources d'information. Il y a des comptables bien spécialisés et ils ne sont pas toujours bons, donc il faut trouver les bons. Non, c'est compliqué parce qu'il y a en fait très peu de personnes de manière générale qui connaissent l'ensemble des textes qui nous régissent en quelque sorte. Mais là, de fait, du point de vue de la nature des revenus, ce ne sont pas des droits d'auteur puisqu'on ne se fait pas des cessions de droits à soi-même. On exerce son propre droit de reproduction. Et donc en fait, ce qu'on perçoit, c'est effectivement là le produit de la vente des exemplaires. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est parce que ce n'était pas des droits d'auteur, que ce n'était pas dans le régime, etc. Et maintenant, donc, ça va l'être. Et du coup, de ce que je sais, c'est que tous ceux parce qu'il y a énormément de gens donc, qui font de l'auto-édition depuis longtemps, en réalité,
Et à ce moment-là, il créait une micro-entreprise en général. Mais ça, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus avantageux forcément, quoi. En tous les cas, en termes de droits sociaux et tout ça, quoi. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Donc c'est pour ça. Et puis avoir à gérer à la fois, parce que souvent ils percevaient aussi des droits d'auteur. Donc du coup, ils étaient sur deux statuts juridiques en quelque sorte et fiscal à la fois. Ce qui est pénible. Et puis, là encore, ça a une incidence du point de vue des droits sociaux, parce que tu peux ne pas atteindre les plafonds, les seuils nécessaires d'un côté et de l'autre, alors que la somme des deux te permettrait d'avoir l'ensemble de tes droits, par exemple. Donc, le fait de rassembler l'ensemble de ses revenus dans un seul statut, évidemment que c'était ça l'objectif, hein, c'est de simplifier la vie de tout le monde et de ne pas être obligé de naviguer sur plein de choses, d'autant qu'encore une fois, ça n'avait vraiment pas de sens que ce soit en dehors, en fait, du régime social. D'autant que du point de vue du régime fiscal, l'auto-édition a toujours été possible en BNC, contrairement à l'édition qui, elle, est en BNC, donc bénéfices non commerciaux, contrairement à l'édition qui, elle, est en bénéfices industriels et commerciaux, en BIC. Donc là, c'est vraiment le régime social qui était en retard, en quelque sorte, sur le régime fiscal. Oui. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Oui. Alors, merci beaucoup Anne-Gaëlle d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton expérience. Nous allons accueillir dans un second temps notre invité qui est Souillon, alias le créateur de Maliki, qui a beaucoup de choses aussi à dire sur le sujet. Et un petit intermède en attendant Ma vie, mes œuvres, on va écouter les témoignages d'auteurs et d'autrices auto-édités. C'est parti, Ma vie, mes œuvres. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bagadé. J'étais professeure d'anglais pendant 20 ans et je suis aujourd'hui autrice, conférencière et formatrice à temps plein depuis 2019. Je suis autrice hybride, éditée pour mes livres jeunesse et auto-éditée pour tous les autres, à savoir 7 à ce jour. Je m'appelle Céline Badarou et je suis coloriste de bande dessinée, prof d'anglais, de dessin et de narrative design et j'écris depuis 2018. Je suis le romancier scénariste Philippe Simbert, je vis actuellement de l'auto-édition, je préfère l'édition indépendante. Voilà, je travaille surtout dans le roman, je travaille dans la BD. Salut, je m'appelle Sandrine, on m'appelle également Garage de l'Offre. Je suis illustratrice depuis 6 ans maintenant. Aujourd'hui, je publie de la bande dessinée sur internet et je me lance dans l'auto-édition avec Contes et légendes qui sortira en juin 2021. Alors comment est-ce que j'ai découvert et je me suis lancée dans l'auto-édition? En fait, j'ai commencé en 2012 et 2013 par l'édition classique. Après avoir répondu à des appels à texte, j'ai été retenue par 2 maisons d'édition différentes pour figurer au sommaire de l'anthologie ainsi constituée. Et à cette occasion, j'ai réalisé qu'en tant qu'autrice, je n'étais propriétaire que de mes textes, que de mes mots, mais absolument pas de l'objet livre final. Et ça m'a beaucoup frustrée. Ajouter à cela la déception de voir le faible taux de rémunération pour tout ce temps passé à écrire, puisque le montant de mes droits d'auteur, donc versé une fois par an, n'arrivait pas, ou arrivait à peine à rembourser la bouteille de champagne que j'avais débouchée pour l'occasion. Donc voilà, c'était aussi une petite déception de ce côté-là. Donc en 2014, j'ai voulu tenter l'auto-édition pour mon premier roman, Eclosia ou l'Écosse des légendes, et je ne l'ai jamais regretté. Parce que j'y trouve vraiment mon compte sur un plan financier et surtout sur le plan de la liberté de création. Comme la gestion de projet, c'est un peu mon dada, ça me faisait pas trop peur de me lancer là-dedans. Et puis sur ce projet-là, tenter de l'auto-édition, ça avait aussi du sens pour moi parce que j'avais envie de solliciter ma petite communauté qui me suit sur à peu près tous les projets, aussi débiles soient-ils, que je pourrais leur proposer. Et ça, c'est très agréable. Merci à eux. Et du coup, j'ai fait une levée de fonds pour ce projet, un crowdfunding, comme disent les jeunes américains, qui s'est très bien passé. Et aujourd'hui, grâce à ça, je peux faire, travailler sereinement sur mon livre et
le créer de A à Z, le concevoir, l'imprimer, l'envoyer et assurer tout ce qui est logistique, communication, etc., etc. J'ai choisi l'auto-édition très vite, dès que j'ai eu terminé mon premier roman. C'est quelque chose qui m'a fait envie. J'ai pris 1 an avant de me lancer, afin de me préparer le mieux possible. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Nancy Pena pour la couve, et très vite c'est devenu un élément déterminant dans mon choix. Je voulais non seulement être libre d'écrire une histoire sans la torturer pour qu'elle rentre dans une ligne éditoriale, mais je voulais pouvoir choisir ma couve. J'ai pas du tout essayé de le proposer à un éditeur de type traditionnel. Je me suis directement lancée dans l'auto-édition pour ce projet-là. C'est un choix qui est intervenu après très peu d'expérience dans la bande dessinée et au contact des éditeurs. Mais parce que j'avais envie de tester ce système qui me correspond bien et j'avais envie de contribuer à développer des systèmes d'édition qui sont alternatifs. Donc les avantages de l'édition indépendante, bien entendu, ils sont financiers. Là, je touche 70% sur les versions numériques, je touche entre 30 et 50% sur les versions papier. Bon, ça dépend du nombre de pages. Direction artistique, je suis complètement libre de faire ce que je veux. Je garde tous les droits d'adaptation, tous les autres droits, alors que bon, normalement c'est des droits pour 70 ans. Voilà, donc pour l'instant je n'ai que des avantages. D'autre part, j'en suis venue aussi très vite à la conclusion que toucher 70% des ventes sur mes livres était plus intéressant que 6 à 10%. Même avec les frais à engager et même si je ne vendais que 100 exemplaires sur la première année. J'aime bien gérer un projet de A à Z et avoir la main sur chaque étape. Et puis aussi, quelque chose qui me plaît dans le système de l'auto-édition, c'est que là, en l'occurrence avec la levée de fonds, c'est que je vais imprimer ce qui est nécessaire parce que j'ai pas envie qu'ils se retrouvent dans une zone de stockage froide et inhospitalière et qu'un jour on les emmène au pilon. Déjà parce que c'est nul, et aussi parce que écologiquement c'est pas type top. Quels sont les inconvénients et les avantages de l'auto-édition ? Alors en ce qui concerne les inconvénients, c'est clair qu'il est difficile d'être vu, de se faire connaître, et en tout cas il faut être très patient pour arriver à avoir une belle communauté de lecteurs. Ceci dit, c'est surtout vrai au début, à court terme, mais à long terme, je trouve que la visibilité est même meilleure qu'en maison d'édition, parce que nos livres ont une durée de vie plus longue. En maison d'édition, votre livre est mis en avant pendant les 6 premiers mois, et après, il doit faire de la place aux autres livres, aux autres auteurs de la maison d'édition. Alors qu'en auto-édition, nos livres, c'est à nous de les mettre en avant régulièrement. Et à ce jour, mon fameux premier roman, il reste toujours mon best-seller annuel. Chaque année, c'est le livre que je vends le plus. Donc c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible, je pense, en maison d'édition. Ceci dit, une autre difficulté, elle est d'ailleurs assez récente, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser à créer dans son coin, à publier des livres un peu de façon anonyme. Ça demande, lorsque on veut faire bien les choses, ça demande d'avoir une structure derrière, alors soit une micro-entreprise. Moi, de mon côté, j'ai choisi l'EIRL, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ce qui complexifie un peu la chose, hein. J'ai des déclarations d'impôts à faire, des déclarations de TVA aussi, puisque j'ai choisi de les déclarer, j'ai des charges sociales à payer. Il n'empêche que je trouve que ça reste quand même très facile, très à la portée de tout le monde aujourd'hui de pouvoir créer ce genre de structure. Il y a également des inconvénients. Bien entendu, qui dit édition indépendante dit édition, c'est-à-dire il faut s'occuper des cotisations sociales. Moi j'ai le statut de micro-entrepreneur pour l'instant. Il faut s'occuper de la création des maquettes intérieures, maquettes de couverture, illustration, correction, promotion. L'amorce a été un petit peu difficile, je ne savais pas par quel bout prendre le problème. J'ai lu beaucoup de témoignages, livres, blogs, vlogs avant de me lancer.
C'est clairement un choix à penser et prévoir financièrement. J'ai fait appel à une relectrice et une correctrice indépendante afin de m'assurer que le livre était cohérent sur le fond et la forme. Heureusement, du fait de mon métier, je sais maqueter et j'ai des contacts d'illustrateurs très talentueux, ce qui facilitait certaines choses. Souvent, c'est des tâches qu'on fait même dans le circuit traditionnel, qu'on confie de plus en plus à l'auteur. Donc la maquette, le nettoyage des planches, la communication sur ses propres réseaux sociaux, etc. Quitte à le faire, autant le faire et être rémunéré pour ça, parce que ça a du sens. Et dans la communication et le marketing, ce sont des choses que je n'apprécie pas de faire. Et pourtant, je dois me faire violence d'une part et croiser les doigts de l'autre pour espérer que je ne fais pas les choses trop mal. Bien sûr, ce ne sera pas tout rose. L'auto-édition, il y a quand même des inconvénients qui sont... la partie logistique, par exemple, c'est la partie la moins marrante, je pense. Et puis je pense que pour se lancer là-dedans, c'est aussi important d'avoir une base, une communauté de base pour pouvoir soutenir le projet et pour pouvoir en parler et pour pouvoir l'acheter aussi, tout simplement. Moi, je sais que j'avais pas les fonds nécessaires pour créer l'album. C'est pour ça que j'ai fait appel à la levée de fonds. Mais si j'avais pas eu cette communauté, j'aurais jamais pu le faire. Et la promotion me prend presque 50% de mon temps. C'est un travail colossal. Et c'est le travail que fait un éditeur. Voilà, donc il faut savoir que c'est un travail colossal, si on veut bien le faire, bien entendu. Au bout de 7 ans, j'ai acquis une belle légitimité. Je suis désormais invitée dans des salons, de grands salons, au même titre qu'auteur des auteurs édités. Ou alors je suis considérée comme une maison d'édition classique et je paye mon stand comme elle. J'ai construit une belle communauté de lecteurs engagés, motivés, dynamiques, chaleureux. Et ça me nourrit, c'est vraiment un grand bonheur au quotidien. Je dégage des revenus décents de ce travail, de cette activité. Et surtout, je suis au cœur du processus de création de mon livre. Et ça, pour moi, c'est l'atout principal de l'auto-édition, ce qui me fait vraiment vouloir continuer dans cette voie encore pendant de très nombreuses années. Je sais que je fais sûrement pas tout ce qu'il faut, que j'ai pas les moyens ni le réseau d'une maison d'édition. Mais au final, c'est pour moi un faible prix à payer par rapport à la liberté créatrice qui est la mienne à l'arrivée. Bien que j'espère rentrer un petit peu d'argent à moyen long terme avec ce que j'écris ou vais écrire, j'ai conscience qu'un contrat avec une maison d'édition ne m'apporterait pas beaucoup plus financièrement dans l'immédiat. D'autre part, je crois que ce que je recherche dans une maison d'édition, c'est avant tout un échange, l'espoir d'une vraie collaboration sur une œuvre et donc une véritable relation de confiance. Et ça me paraît quelque chose de très difficile à trouver. Si j'ai un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est de ne pas garder des manuscrits enfermés dans des tiroirs, des manuscrits qui ont plu à vos bêta-lecteurs, qui ont plu à des personnes à qui vous l'avez fait lire, au prétexte qu'ils n'ont pas été validés par une maison d'édition. Si ce texte a plu, il aura des lecteurs. S'il vous a plu, vous trouverez des lecteurs qui l'aimeront. Le tout, c'est de trouver les bons lecteurs, mais ça, je vous garantis aujourd'hui, on peut le faire. S'auto-éditer, ça apporte énormément de bonheur. Donc ne vous auto-limitez pas, ne vous censurez pas. Aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de vous auto-éditer de façon sereine, facile et très agréable. Je me lance aussi dans l'auto-édition toute seule, tel l'oisillon qui s'envolerait du nid et qui tomberait, mais qui se relèverait et qui retomberait. Ça va bien se passer. Beaucoup de témoignages sur toutes ces questions et on est rejoint par, alors j'ai envie de dire Maliki, mais non, Souillon, qui dessine Maliki, l'esclave de Maliki. Maliki m'envoie toujours faire ses sales besognes. Je comprends, elle a bien raison, il y a un moment, bon, voilà, on peut pas être partout. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir ce soir pour parler de ce sujet, parce que s'il y a bien une grande success story, je dirais, d'un dessinateur qui a basculé dans l'auto-édition et dans le financement participatif,
c'est Maliki, quoi. Toute l'histoire de Maliki, tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années. Bon, à titre personnel, moi je suis en plus depuis très très longtemps. C'est passionnant de voir cette évolution et de se rendre compte qu'aujourd'hui, finalement, tu l'avais très bien expliqué par un strip il y a quelques années, ce choix maintenant d'auto-éditer même les livres de Maliki a été quand même une transition importante. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et sur comment on est arrivé au cheminement de l'auto-édition pour Maliki? D'accord. Bon, je vais essayer de résumer très fortement. Oui. Donc, Maliki, à la base, c'est un webcomic. J'ai lancé ça en 2004, à l'époque, la grande époque des blogs BD, quand on n'était pas très nombreux, on va dire. Il y avait, à l'époque, il devait y avoir Boulet, Mélaka, Chat, voilà, la fine équipe. Et je m'étais dit, tiens, ces gens font des blogs BD, ça a l'air sympa, pourquoi pas faire la même chose. Donc, toutes les semaines, je mettais mon petit strip sur Internet. Et petit à petit, ça a fédérer une petite communauté de plus en plus grosse qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec pas mal de gens qui lisaient mon site. Je ne saurais plus trop les chiffres, mais je crois que c'était je sais plus 10 000 personnes par jour qui passaient, un truc comme ça. Et en 2007, j'ai été contacté par un éditeur qui s'appelle Ankama Édition qui m'a dit tiens, on pourrait éditer ton blog en format papier. Ça se faisait pas encore en plus, hein. Ça éditait des blogs en format papier. Donc au début, j'ai dit non. Parce que moi, je faisais ça déjà pour m'amuser. Et puis, j'avais pas du tout la prétention d'éditer ou quoi que ce soit. Puis il a insisté, il a fait si, ça va marcher. Et en plus, il m'a proposé un boulot. Parce qu'il cherchait du monde. Ankama était en train de se monter. Ankama, c'est une société qui fait aussi du jeu vidéo, de l'illustration, du magazine. Donc ils m'ont proposé un pack. À la fois, je pouvais travailler pour en tant que salarié à plein temps et continuer à faire mes petites BD le soir et les week-ends, et puis les éditer sur papier. D'où Souillon dans sa cave, qui dessine nuit et jour. Voilà, j'ai passé énormément d'années à faire 2-3 nuits blanches par semaine. J'en suis revenu heureusement. Et donc le premier livre est sorti en 2007, le premier tome de Maliki relié. Et ça a très très bien marché dès la sortie, parce qu'en fait il y avait déjà une communauté derrière qui a suivi. J'ai sorti ensuite un livre par an à peu près, jusqu'en 2015, toujours chez Ankama. Et puis au bout d'un moment, il y a eu comme une petite lassitude sur... je dirais pas tant par le système en lui-même, mais déjà au niveau des revenus, en fait. Je commençais à en avoir tiré un petit peu la langue, passer la trentaine, à avoir un boulot à plein temps, plus un boulot de BD la nuit. Mais ça devait être dingue, quoi. Par semaine. C'était beaucoup. Et je me disais, en fait, je fais double journée quasiment. Mais si j'arrête mon boulot salarié, en fait, je ne vais pas réussir à vivre de la BD, alors que pourtant, les chiffres de vente sont très bons. Mais voilà, ça commence à s'essouffler, parce que tome 5, tome 6, tome 7, on sait bien qu'au bout d'un moment, les ventes baissent. Il y a la surproduction qui a déboulé dans tout ça, ce qui fait que, pareil, ça a un peu impacté les ventes. Et j'ai commencé à regarder un petit peu mes courbes du coin de l'œil, mes courbes de vente. J'ai dit, là, il va falloir faire un choix, en fait, parce que je ne peux pas continuer à ce rythme-là. Donc, je suis passé en mi-temps à mon boulot salarié pour essayer de produire toujours plus en BD. Je me suis mis à faire du roman, parce que j'ai eu une proposition de Bayard pour faire du roman, donc j'ai fait du roman Maliki. Pareil, c'était du temps à dégager en plus. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que le seul moyen, quelque part, pour réussir à s'en sortir financièrement, en faisant que ça, en bossant que sur mon univers et que sur ce qui me plaisait, c'était de passer en auto-édition pour essayer de chanter en quelque sorte les intermédiaires qui fonctionnaient énormément sur le prix de vente du livre.
Alors, je ne dis pas qu'ils sont méchants, hein, ils font leur travail, mais moi, quelque part, au bout, il me restait vraiment plus grand-chose. C'est fou, si je puis me permettre, par rapport au succès de tes livres, par rapport à la communauté que tu as, de se dire qu'un dessinateur comme toi aujourd'hui ne peut pas vivre de ses BD par un circuit classique quand même. Oui, alors peut-être que j'aurais pu, enfin, j'aurais pas été dans la misère, on va dire, mais voilà, je suis en couple, on est un foyer. Mon épouse travaille avec moi sur les BD, s'occupe de gérer la com, gérer les ventes en ligne. Enfin, maintenant, elle fait énormément de choses. Mais disons qu'à l'époque, je m'étais dit, ça ne suffira pas pour deux. Ça n'ira pas. Si la famille s'agrandit ou quoi que ce soit, c'est trop précaire. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc, j'ai fait un peu le saut de la foi, on va dire. J'ai misé vraiment sur la communauté que j'avais en me disant, peut-être qu'ils vont suivre. Et ils n'ont pas qu'un peu suivi, si tu peux me permettre. Hein. C'est quand même c'est une belle. Ils n'ont pas qu'un peu suivi, heureusement. J'avais un bon filet. Et en fait, j'étais pas mal en contact de par les festivals que je faisais avec le milieu des youtubeurs qui commençaient aussi un petit peu à démarrer à ce moment-là. Et le YouTube, c'est justement quelque chose qui repose quasi essentiellement sur la communauté. Et ils m'ont complètement décomplexé avec l'idée de faire participer la communauté, en fait, de demander de l'argent, ce qui est pour demander de l'argent à ceux qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire du mécénat, pour financer un travail qui sera gratuit pour tout le monde, en fait. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée du financement participatif, du mécénat participatif via Tipeee, qui est donc une plateforme sur laquelle les gens peuvent choisir de soutenir un auteur ou un artiste quel qu'il soit en lui faisant des tips, donc des pourboires. Ça peut être 1 euro par mois, ça peut être 2 euros, ça peut être un type ponctuel, c'est-à-dire il donne une fois et puis c'est fini. Et en fait, le fait d'avoir des gens qui vont donner 1 euro par mois tous les mois, fois 1000, fois la communauté, en fait, ça permet d'avoir des revenus qui sont stabilisés dans le temps et d'avoir une espèce de sécurité, en fait. C'est presque comme avoir un salaire. On est salarié quelque part par ces lecteurs. Ceux qui peuvent se le permettre donnent un petit peu pour en faire profiter le plus grand nombre, en fait. En tout cas, ça a été un vrai tremplin et puis une vraie transition dans la façon aussi de travailler dans l'édition. Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire, le parcours de l'histoire Maliki, je dirais de manière générale, parce qu'aujourd'hui c'est l'histoire d'un personnage qui se décline en fait à travers des romans, à travers des BD, à travers des figurines de toutes sortes, et puis c'est vraiment un travail entrepreneurial qui a été réalisé. Déjà, c'est une très belle histoire de réussite en termes d'auto-édition. C'est un cas successful, comme on dit, mais alors je vais être un peu rabat-joie, mais ça n'a rien de nouveau, tout ça, tout ce qui est mécénat, crowdfunding. Ah, mais le mécénat, c'est hyper ancien. Mais c'est vraiment quelque chose, je vais encore prendre l'exemple de l'Allemagne, mais qui a été vraiment développé au XVIIIe siècle, en fait, par des très grands noms de la littérature allemande, comme Leibniz, Klopstock, etc., et qui faisait appel au mécénat. Là, c'était un autre type de mécénat, puisque au contraire, les auteurs essayaient de s'extirper du mécénat des seigneurs, des nobles. Parce qu'on en était là encore, c'est vraiment au XVIIIe que le monde de l'édition est en train de se créer, de se structurer, ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers du livre, en fait. Mais tout ce qui est communauté et souscription, en fait, appel à souscription, ça a vraiment été développé dès le XVIe, même XVIe, XVIIe siècle, et par de très très grands noms donc de la littérature allemande. Donc voilà, ça c'était juste la parenthèse historique. Tout ça, on croit toujours que c'est quelque chose, un phénomène nouveau, actuel, avec le numérique, on s'enflamme pas. Mais en fait, le numérique ne fait que réactualiser des choses qui existent depuis que le monde de l'édition existe, en fait, depuis même Gutenberg, enfin depuis la création de l'imprimerie, etc. Donc ça n'a rien de nouveau. Après, c'est une très belle histoire. Mais bon, voilà, dans l'auto-édition, tout le monde ne réussit pas comme ça. Non, ce qui est important, c'est surtout cette présence de communauté.
Alors il y a des chiffres, alors, je ne vais pas vous embêter avec tous les chiffres, mais il y a des études qui montrent que justement les auteurs auto-édités qui réussissent le mieux en général et qui sont les plus actifs sont ceux qui disposent déjà d'une communauté en fait. Et ça, c'est notamment les jeunes en BD, tout ce qui est les femmes aussi, etc., qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et qui se sont d'abord créé cette communauté de lecteurs, de fans, et qui après ont les meilleures chances de réussite pour vendre leurs ouvrages, etc., quoi. Donc ça, c'est important. Enfin, et votre exemple, votre cas l'illustre très bien. Bien, pour continuer sur les conditions de vie des auteurs et autrices, la charte nous fait la joie de nous autoriser à rediffuser sa série Dans la peau d'un auteur jeunesse. Donc on va faire une petite pause avec un nouvel épisode d'un épisode de la charte. C'est parti. Gouache, aquarelle, fusain, les illustrateurs sont avant tout des artistes. Mais qui sont réellement ces stars de l'édition jeunesse? Quel est le quotidien doré de ces vedettes qui font rêver et voyager les enfants? Où puissent-ils l'inspiration dans leur quête effrénée de liberté? Nous partons aujourd'hui sur les traces de Marie Bidule, illustratrice jeunesse dont tout le monde s'arrache les croquis et qui signe la série à succès Le fil à la papate. Bonjour, entrez. Alors voilà, c'est l'atelier où je travaille, que je partage notamment avec Antoine. Dis bonjour Antoine. Et puis il y en a d'autres, mais ils sont en vacances là. À l'instar d'Hemingway et de nombreux artistes avant elle, Marie décide de son emploi du temps et peut commencer ses journées à midi. Alors pour Hemingway, je sais pas, mais moi j'ai fini à 2h cette nuit, j'ai repris à 7h, donc bon. Mais ça va, j'adore ce que je fais, l'album est très chouette, par contre je suis censée être en vacances. Les premières depuis 3 ans, donc faut vraiment que je finisse, parce qu'on part ce soir, j'ai promis à ma meuf. Pas de chef avec qui négocier ses congés payés. Alors, les congés payés. Moi, je suis auteur, donc je touche des droits d'auteur. Je me débrouille. Je paye mes vacances, quoi. Et puis, si un jour ça marche plus, pas de chômage, rien. Ça, c'est flippant. Il avait des congés payés, Hemingway? J'en sais rien. Bref, Marie Bidule est libre comme l'air et c'est ce qui lui permet de prendre le temps de la création. Une fois au travail, l'artiste est libre de toute contrainte. Oula, faut que je prenne ça, c'est mon éditrice. Allô? Oui, Françoise? Oui, la page 7? Faut la refaire? Mais tu l'as validée avant-hier? Le monstre est trop quoi? Anxiogène? Oui, Françoise, c'est un monstre, donc c'est son boulot d'être anxiogène. Elle peut laisser son crayon filer au gré de ses envies, personne sur le dos pour contredire l'artiste. Ok, bah si tu le dis, je le refais. Pour quand? Lundi? Ah mais moi je suis en vacances lundi. Non, Françoise, je... Il y en a pour longtemps? Non. Parce qu'il faut vraiment que je finisse mes planches avant 19h, après je pars. Hein. Y a pas de souci. Ok. Ça fait 3 semaines que je bosse tous les jours. C'est ma meuf qui s'occupe du petit, ça craint. Pardon? C'est la directrice artistique, ça doit être pour la couve. Oui, Sylvie, mais je te l'ai envoyé autre format déjà. Mais tu m'avais dit en tif. Ouais, bah, comme j'avais fait la dernière fois, hein, Sylvie. Eh ben, je refais. Donc la couve est trop petite, il faut agrandir le ciel. Mais il peut pas le faire, le graphiste, c'est lui qui s'est planté, donc... Il est en vacances. Bah bien sûr. Ça va si je te rends ça la semaine prochaine? Ah, t'imprimes dans 3 jours. Ah ouais, bon, bah demain matin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux m'envoyer un coursier? Ah, t'es déjà parti du bureau. Eh ben 9h30 demain. Ok. Ouais, bah toi aussi, une bonne soirée. Allô, chérie? C'est moi, ça va? Ouais. Écoute, je dois livrer un dessin. C'est assez urgent. On va pas pouvoir partir ce soir. Je sais, je suis désolée. Demain, 10h, on est parti, je te jure. Mais du coup, je vais dormir à l'atelier pour finir à l'heure. Donc voilà, on se voit demain. Je t'aime. Bisous. Elle est pas contente.
Indépendance absolue, choix des horaires, vie de famille épanouie, qui n'a jamais rêvé de cette vie-là? Bon, ben, bonnes vacances quand même. Hein. Oui, merci. Merci à la charte de nous autoriser à diffuser ces vidéos qui vont sûrement en faire réfléchir certains sur les conditions d'exercice des métiers des auteurs et autrices, toujours avec le ton de la charte qu'on apprécie plein d'humour. On va passer à cette dernière partie de l'émission et en fait le chat est en ébullition tout à l'heure, il y a vraiment énormément de questions très techniques aussi. Je pense qu'il est important qu'on prenne le temps de traiter ce soir. Émilie, je vais te demander un nouveau générique, celui non pas du courrier du cœur, comme tu voudrais les appeler, mais du courrier des artistes-auteurs. C'est parti. Alors, qui nous écrit et quelles sont les questions ce soir? On va démarrer avec une première question. Bonjour, j'ai créé ma micro-entreprise pour auto-publier mes romans sur Amazon et je possède également une boutique en ligne. Est-ce qu'il m'est possible de basculer en régime artiste-auteur? J'ai lu quelque part que les auteurs qui vendaient via leur boutique en ligne n'avaient pas accès à ce statut. Donc, à partir du moment où l'auto-édition entre dans le régime, il n'y a aucun souci. Tous ses revenus entrent et elle peut effectivement désormais laisser tomber sa micro-entreprise et tout déclarer dans le régime social des artistes-auteurs. Alors, certains ne voient pas l'intérêt du régime artiste-auteur par rapport à celui de la micro-entreprise. Est-ce que tu peux faire un petit point là-dessus, Catherine, tant qu'on y est? Alors, petit point rapide, en micro-entreprise, vous payez sur vos recettes et non pas sur votre bénéfice. Donc déjà, et puis en face, vous avez moins de droits. Donc en fait, si je résume, du point de vue des droits sociaux, vous payez plus pour avoir moins de droits. J'étais assez synthétique. C'est très efficace. Non, mais c'est en effet dans le taux de cotisation est plus important dans le régime de la micro-entreprise par rapport à celui du régime artiste-auteur. Et en plus, alors c'est une vraie question, mais il y a des profils très différents. Il y a, comme le disait tout à l'heure Souillon, on peut être déjà artiste-auteur et avoir cette activité et en plus pratiquer l'auto-édition. Ou alors, il y a des personnes qui sont uniquement en auto-édition. Alors, on a le droit de faire quoi maintenant en auto-édition en tant qu'artiste-auteur? Imprimer son livre, le diffuser, des livres audio, des affiches sorties du livre? Quelles sont les limites et où trouve-t-on les textes? Alors, tout ce qui a été cité là rentre sans aucun problème. Quelles sont les limites? Ce qu'on n'a pas dit, c'est que non seulement c'était entré dans le régime social, mais c'est entré en tant qu'activité principale dans le régime social. Donc d'une manière non limitée, c'est pas dans le régime en tant qu'activité accessoire qu'il a les activités. Il y a des plafonds. Il y a un plafond pour les activités accessoires qui concernent plutôt les ateliers, etc. Donc non, il n'y a pas de limite ni en nombre d'exemplaires, ni en montant. Alors moi j'ai une petite question parce que donc il y a le décret, il est rentré en application, il est assez général le décret, au 1er janvier et l'AGSA a apparemment sorti des fiches pratiques sur ces sujets. Donc on est en train de les étudier parce que c'est assez long à la Ligue des auteurs professionnels. Est-ce que du côté du CAP, vous pensez qu'il pourrait y avoir des précisions limitatives autres? Parce qu'en tout cas, on n'en a pas entendu parler par ailleurs, qu'il y aurait d'autres limitations? C'est pas une question de limitation, c'est une question après d'interprétation du texte. Le texte lui-même, le décret, ce qu'il dit, c'est que les revenus qui sont pris en compte, c'est ceux de la vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une personne par un contrat à compte et demi, par les contrats qui sont prévus en fait par
par le code de la propriété intellectuelle. Mais en tous les cas, le truc, c'est ça, c'est la vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à bien définir les textes et l'interprétation, d'autant que nous, on sait très bien qu'on est en fait mangé à une sauce qui est entre plusieurs codes. Il y a le code général des impôts, il y a le code de la propriété intellectuelle et il y a le code de la sécurité sociale. Donc là, il faut que tout ça, soit cohérent. Donc en fait, il y a quand même des conditions pour que l'auto-édition rentre dans le régime social. Il ne faut pas éditer des œuvres d'autrui, par exemple. Oui. Sinon, là, automatiquement, pour être auto-éditeur, il faut ne s'éditer que soi-même, quoi. Voilà. Tout à fait. Il faut naturellement éditer des œuvres qui sont protégées par le code de la propriété intellectuelle. Si ce ne sont pas des œuvres qui sont protégées par le code de la propriété intellectuelle, ça ne rentre pas non plus. Et puis, il ne faut pas non plus fabriquer soi-même les supports matériels qui fixent l'œuvre. C'est-à-dire que vous pouvez pas devenir, s'il s'agit d'un livre, vous pouvez pas devenir imprimeur, par exemple. Vous voyez bien que ça, c'est une autre activité. Ce qui rentre dans le régime, c'est l'exercice par nous-mêmes de notre droit de reproduction des œuvres. Très bien. Alors, une question que je trouvais aussi intéressante. Qui sont les auto-édités qui ont souhaité être intégrés au régime des artistes-auteurs? Car beaucoup n'ont pas l'air au courant. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas été sollicités pour donner leur avis et que des organisations d'auteurs ont décidé pour la représentativité. Représentativité, mais surtout aussi les syndicats d'artistes-auteurs ne sont pas des champignons qui poussent comme ça tout seuls. Je veux dire, eux-mêmes sont des artistes-auteurs et la galère d'être obligé d'avoir à la fois une micro-entreprise et d'être au régime des artistes-auteurs parce que certaines choses ne rentraient pas dans le régime des artistes-auteurs, c'est un problème qui existe depuis très longtemps et qui complique largement la vie des artistes-auteurs. Donc c'était un problème quand même bien repéré, bien connu, et là en fait c'est presque, ça fait longtemps ça fait plusieurs années qu'on demande à ce que l'auto-édition rentre, et là en fait j'ai le sentiment des fois sur les réseaux sociaux que les gens ont peine à y croire tellement c'est merveilleux en fait, mais jusqu'à présent j'ai jamais vu quelqu'un qui s'en plaignait en revanche. Non, je pense qu'il y a plutôt la question de se demander quelles sont les conséquences très concrètes. Mais c'est vrai que toi, dans ton cas, Souillon, quand tu as commencé cette activité, ça t'a obligé à créer encore autre chose, quoi. Ah oui, nous, on a dû créer une entreprise, effectivement. Et j'avoue qu'effectivement, moi, j'ai encore du mal à y croire. Hein. J'attends un petit peu de voir que ça se réalise vraiment, parce que ça me paraît fou, en fait. C'était vraiment un problème qui nous collait au basque depuis très longtemps, quoi. Donc c'est super que ça soit enfin, que ça ait bougé et de manière aussi significative, quoi. Oui, c'est vrai que là-dessus, ça a été des réunions assez intenses parce que il y a aussi vraiment, on le disait, une distorsion entre parfois les institutions et puis nos pratiques. Et il y a le financement participatif aussi qui est visé dans le décret. Oui, mais alors là c'est pareil, il va y avoir une histoire d'interprétation parce qu'il est visé un peu bizarrement, c'est le financement participatif alors là, j'ai pas le texte sous le nez, mais c'est en contrepartie d'une œuvre. Alors, donc, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, Souillon, que chacun donne 1 euro par mois, etc. C'est pas à proprement parler en contrepartie d'une œuvre. En contrepartie. C'est compliqué. Enfin, je veux dire, l'interprétation est. Enfin, voilà, là, va falloir. Ça s'interprète, mais c'est quand même en contrepartie d'un webcomic qu'ils peuvent lire chaque semaine. Ouais. Alors, ils ne l'achètent pas, ils ne le financent pas directement, ils financent le travail de la personne qui le produit. Mais le résultat final reste une bande dessinée. Nous, dans l'interprétation, normalement, il devrait y avoir pour le coup une circulaire sur le décret, mais on ne sait pas quand, puisqu'on n'a même pas commencé à en discuter avec les ministères, une circulaire sur le décret qui devrait préciser un peu des choses, parce que ce décret, effectivement, tel qu'il est rédigé,
prête à interprétation et donc il faut qu'il y ait des choses qui soient clarifiées. Mais ce que tu dis, effectivement, c'est ce que nous défendrons bien évidemment, parce qu'en contrepartie d'une œuvre, naturellement, ça peut pas être en contrepartie pour le coup d'une œuvre unique originale, hein, parce que là on voit mal. Oui, oui. Mais une multitude, voilà. C'est compliqué. Oui, c'est ça, il se la passerait 365 par exemple, puis il se la passerait chacun pendant toute l'année. Enfin bref, donc ça ne peut pas viser ça. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils avaient derrière la tête quand ils ont dit ça. Nous, quand on a négocié, on a demandé à ce que ce soit le financement participatif qui entre dans le régime. Le bout de phrase qui a été rajouté est peut-être maladroit dans sa rédaction. Ce qui est logique, c'est que ce soit en contrepartie d'un travail artistique. Oui, complètement. Après, peu importe, voilà. C'est vrai qu'il va falloir le définir, parce que le financement participatif ou le mécénat, c'est quelque chose... pour l'instant, c'est des zones grises, en fait. Hein. Tout est sujet à interprétation. Plus ou moins. C'est pour ça que nous, on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Il y a une question justement pour toi, Soulion. Oui. Est-ce que tu n'as pas peur de trop dépendre de ta communauté pour financer ton travail? Que se passerait-il si un jour la communauté ne soutenait plus financièrement? Si, évidemment. Histoire de passer une bonne soirée, tu sais. En fait, évidemment que je me demande toujours... En fait, moi, c'est un peu pareil depuis le début, depuis le lancement de Tipeee. Chaque année, je me demande, mais bon, ça va s'arrêter là, parce que c'est quand même un peu fou, et c'est fou que ça continue. En fait, parce que maintenant, ça va faire bientôt 5 ans qu'on est sur Tipeee et qu'on peut en vivre très correctement et faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Mais c'est pareil que d'être employé, c'est pareil que d'être édité. En fait, on est dépendant des ventes. Là, on est dépendant du travail qu'on fait. Si on fait n'importe quoi, forcément la communauté s'en va et puis on se retrouve à la rue. Et puis si on fait des œuvres nulles ou qui se vendent plus, pour moi, ça revient au même. Mais je préfère que mon destin tienne à des milliers de petites âmes plutôt qu'à quelques grosses ficelles qui peuvent se rompre. En fait, c'est un modèle qui me paraît beaucoup plus robuste et plus sûr d'être soutenu par ses lecteurs que de pouvoir se faire lâcher à tout moment, en fait. Est-ce que tu vois un renouvellement dans les personnes qui te soutiennent? Ah oui, il y a un renouvellement. Alors, il y a des piliers, on va dire, des gens qui sont là depuis le tout début. Mais j'ai les enfants, des gens qui me c'est parfait, c'est parfait. Qui m'écrivent, qui viennent en dédicace. Non, c'est super. C'est comme une maladie, c'est contagieux, ça se transmet. Et ça, j'en suis très content. Les artistes, auteurs et autrices qui font du financement participatif. Alors, je continue sur mes questions techniques, mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de questions techniques. Comment ça marche pour récupérer les revenus tirés du droit de prêt et de la copie privée numérique auprès de la SOFIA quand on s'auto-édite? Donc, pour rappel, la SOFIA est un organisme de gestion collective. On est bien d'accord qu'on récupère 100% des droits et qu'il n'y a pas 50% qui vont au pool éditeur de SOFIA? Catherine, je pense que tu n'as pas une bonne nouvelle pour... Oui, non, en fait, la SOFIA, ça ne concerne que les contrats d'édition à compte d'éditeur. Donc là, pour le coup, l'auto-édition est... exclue. Oui, complètement hors radar de cette histoire de SOFIA. Sauf si on a monté une structure d'auto-édition, enfin si on a monté une maison d'édition pour s'auto-éditer peut-être. Alors en fait, pour expliquer, alors la SOFIA... J'ai jamais essayé, hein, mais... Alors la SOFIA est un organisme de gestion collective qui en fait couvre le champ de ce qu'on appelle le droit de prêt en bibliothèque. Donc on a estimé qu'à un moment donné, quand il y avait du prêt en bibliothèque, des auteurs ou autrices pouvaient être lésés du fait qu'il n'y avait pas de vente. Donc a été mis en place un système de gestion collective. Donc la gestion collective, c'est quand on estime qu'on ne peut pas aller récupérer individuellement auprès de chaque auteur leur reverser des droits, par exemple, les identifier, etc. Donc il y a cette gestion collective où il faut aller adhérer à cet organisme pour avoir en contrepartie. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même un trou, si je puis me permettre, dans le procédé, parce qu'on sait qu'il y a des livres auto-édités qui vont dans les bibliothèques. Enfin, moi, je connais bien des bibliothécaires qui achètent et auprès de leurs libraires, qui commandent des livres auto-édités. Et ça veut dire qu'en fait, cette partie-là, les auteurs ne peuvent pas s'inscrire à la SOFIA pour aller récupérer l'argent du droit de prêt. J'ai bien résumé à peu près dans l'esprit. Donc là, il y a un problème. Effectivement. Eh bien, nous recevons la SOFIA dans un prochain live. Nous poserons la question. Voilà. On demandera à Geoffroy Pelletier. Geoffroy, si tu nous écoutes, voilà. Il faut que la SOFIA prépare sa réponse sur ce sujet. Alors,
autre remarque, beaucoup d'auteurs et d'autrices ont peur de passer dans le régime artiste-auteur à cause des problèmes rencontrés à l'URSSAF et à l'IRSEC. Alors, comment dire? Ils ont raison. C'est vrai que tout n'est pas rose. Mais c'est déjà pour le régime de base, et puis même pour la réforme elle-même, la mise en œuvre de cette réforme, comme chacun a pu le constater, est assez catastrophique, alors qu'en fait, c'est une avancée. Donc c'est vraiment un paradoxe, je veux dire, qu'on se retrouve avec un portail URSSAF qui dysfonctionne à plein tube, que la mise en œuvre soit aussi nulle. Hein, je veux dire, au bout d'un an, on peut difficilement dire autre chose que ça. C'est vraiment très préjudiciable. Après, il ne faut pas jeter l'eau du bain, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un meilleur régime, encore une fois, que celui de la micro-entreprise. Quant à l'IRSEC, ça, c'est une usine à gaz, effectivement. Ce qu'on souhaiterait, bien évidemment, c'est d'avoir à la fois le régime de base et le régime complémentaire dans un seul guichet, quoi. Mais on n'y est toujours pas. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de droits sociaux, même si tout ça est assez chaotique en ce moment, je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a jamais autant entendu parler du régime artiste-auteur et qu'il n'y a jamais eu autant de pression sur les pouvoirs publics pour que les choses bougent. C'est long et fastidieux parce qu'on part avec 50 ans quand même de dysfonctionnement derrière nous. La transition URSSAF, c'est aussi les pots cassés du passé. C'est évident qu'en un an, je ne vois pas quel décisionnaire politique pouvait se dire que ça allait bien se passer en un an de faire une transition alors qu'on a presque la moitié des personnes qui ne sont même pas identifiées aujourd'hui auprès de l'État comme étant artiste-auteur. Enfin, on partait déjà sur quelque chose d'assez complexe. Néanmoins, quand le régime fonctionne, au sens où quand on peut faire valoir ses droits, c'est quand même des droits pour des congés maladie, c'est des droits pour des congés parentaux, enfin c'est une ouverture de droits. C'est les mêmes droits que les salariés. Je veux dire. Là, pour le coup, c'est les mêmes droits que pour les salariés en payant les mêmes taux que les salariés. Donc là, il y a une part patronale qui est prise en charge. C'est pas du tout le cas des autres travailleurs non salariés. Donc c'est un régime qui, quand il a été créé par le législateur, a été créé dans l'idée de soutenir la création. Et heureusement, parce qu'effectivement, on voit bien que même avec un régime qui est plus favorable que les autres régimes, on a du mal à joindre les deux bouts. Donc on voit bien que ce sont des métiers qui sont quand même, parce que là on partage des success stories extraordinaires aujourd'hui, mais quand même la vie la plus courante chez les artistes-auteurs, c'est quand même de tirer le diable par la queue, quoi. Et la précarité, et l'irrégularité et tout ça. Donc, Puis même, si je puis me permettre, Catherine, même avec une success story, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque part, aujourd'hui, même si on est très soutenu par ses lecteurs et lectrices, on ne sait pas ce que ce sera dans 10 ans, il faut prévoir l'avenir, etc. Donc ça reste des métiers, je dirais même dans leur succès, qui sont rares mais importants, qui restent toujours dans l'aléatoire pour le futur, quoi. De toute façon, enfin, je veux dire, des artistes-auteurs qui ont connu un grand succès pendant une période de leur carrière et qui terminent leur vie dans la misère, il y en a toujours. Hein. C'est hallucinant, je veux dire, on est au 21e siècle et des fois on se croit toujours au 19e. Hein. Mais ça, c'est certain, c'est certain. Véronique, vous êtes en train de préparer votre thèse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que finalement, on n'en a pas entendu beaucoup parler, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais au moins pour savoir quel sujet vous allez traiter, et parce que vous avez du coup une perspective historique qui vous permet aussi de recontextualiser tous ces mouvements qui sont en cours. Le titre de ma thèse, c'est Auto-édition, émergence et structuration d'un monde parallèle à l'édition traditionnelle en France et en Allemagne, 2018-2020. Et en fait, j'en suis qu'à 1 an et demi de recherche, hein, donc j'en suis en plein milieu, je n'ai pas du tout terminé. Mais déjà, il va falloir que je change le titre parce que émergence, c'est faux. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est totalement faux. Donc je pense que je vais le retitrer réémergence, ou quelque chose dans le genre. Après, pourquoi 2018-2020?
2019 parce que donc Livre Hebdo, vous aviez peut-être dû voir avait titré un gros dossier sur l'auto-édition en disant que 2018 était vraiment l'année de l'industrialisation de l'auto-édition, et ce pour la France, l'Allemagne notamment et la Suède, qui sont vraiment les 3 pays européens en tête pour l'auto-édition. Et 2020, parce qu'une thèse dure 3 ans en principe, bon, c'est très bien que c'est plus, mais sans me douter une seule seconde, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans, que 2020 serait une année complètement folle, quoi, en fait, et notamment pour l'auto-édition. Donc du coup, 2020, il va falloir que je la traite, ça va être un gros chapitre, puisque là, il s'est passé beaucoup de choses avec le confinement, notamment pour l'auto-édition, puisque tout le monde s'est mis à écrire de part et d'autre du Rhin, plus que jamais pendant les confinements. Et je sais par ailleurs, par différents contacts, que les ventes de certains auto-éditeurs ont flambé, notamment sous forme d'e-book, alors que l'e-book n'était pas vraiment un marché qui démarrait très fort en France et en Allemagne. Enfin, la progression est très lente, mais là, pour le coup, 2020, la vente des e-books a vraiment augmenté. Et surtout aussi le livre audio. Le livre audio, les auto-éditeurs se lancent aussi dans le livre audio. Et alors là, les confinements, gros carton du livre audio. Enfin, c'est le livre numérique aujourd'hui qui prend vraiment le pas par rapport à l'e-book, en fait. Donc du coup, voilà, je suis à mi-chemin de ma thèse et je m'aperçois que déjà, je pars dans d'autres directions, mais il paraît que c'est un grand classique. Et voilà, avec une année 2020, peut-être 2021 aussi, on ne sait pas encore, complètement, enfin, ça va être de gros chapitres, je pense, quoi. Donc, et après, voilà, l'aspect historique est assez intéressant puisqu'on se rend compte que les raisons qui poussent aujourd'hui les auteurs à s'auto-éditer sont exactement les mêmes qui ont poussé les auteurs allemands et français au 16e, 17e, au 18e, à s'auto-éditer également. Donc c'est assez intéressant, bon, avec des nuances bien évidemment, hein, mais, et puis des moyens différents. Et encore, voilà, aujourd'hui c'est la dématérialisation, c'est le numérique qui va plus vite, plus loin, c'est une grosse caisse de résonance, mais après les principes sont les mêmes, on retrouve exactement les mêmes choses. Et il me reste quand même à explorer tout l'aspect allemand encore. Donc si la pandémie me le permet, voilà, dès que je peux, je vais en Allemagne pour aller justement m'entretenir avec les acteurs du monde du livre et les auteurs auto-édités. Et comme je vous le disais, il y a surtout syndicat en Allemagne, il y a un syndicat des auteurs auto-édités déjà hyper structuré. Enfin, c'est beaucoup plus professionnalisé déjà et beaucoup plus structuré en Allemagne. Mais en France, ça bouge beaucoup là, justement avec ce décret. C'est en train, enfin, je trouve que c'est en train de pas mal bouger en France aussi. Mais voilà. Après, je vais me baser sur le BOD, la plateforme allemande, Book on Demand, qui travaille aussi dans 8 autres pays européens, donc France, Allemagne, Espagne et des pays scandinaves. Et donc voilà, parce que ça me permet justement, comme je suis dans une perspective comparative France-Allemagne, cette plateforme, je voulais pas travailler sur Amazon, parce que ça a déjà été fait sur l'autre thèse dont je parlais précédemment, Stéphanie Parmentier. Et donc voilà, je vais essayer j'ai élaboré tout un questionnaire que je me permettrai de vous soumettre. De soumettre à tous les auteurs pour essayer de comparer justement toutes les réponses en long questionnaire entre les auto-édités allemands et les auto-édités français, et puis voir ce que ça donne, quoi. Il y a des enquêtes, hein, je sais qu'il y a toute une auto-organisation aussi du côté des auteurs-autrices auto-édités qui commencent à essayer de générer leur propre questionnaire, à tenter une structuration. En tout cas, il y avait énormément de questions aujourd'hui. On va s'arrêter là pour ce soir, mais c'est bien signe que le sujet n'est pas épuisé et qu'il faudra sans doute qu'on reconsacre un nouveau live passer 1 an pour voir aussi comment se déroulent toutes ces pratiques. En tout cas, ce qui est sûr, et ça, c'est des questions qu'on pourra poser aux institutions, mais il y a quelque chose qui n'a jamais été formulé, c'est est-ce que c'est une obligation quand on est auto-édité de s'affilier au régime artiste-auteur alors que tout a été flou jusqu'ici? Ça, ce serait important d'avoir des réponses, mais ça paraîtrait étrange que ça devienne une obligation soudaine par ailleurs. Bon, ça reste des points en effet de flou qu'il faut qu'on arrive à régler, parce que de fait, ce sont des activités assez plurielles qui évoluent vite malgré tout, même si on disait que c'est quelque chose qui est assez ancien. En revanche, les modalités, je dirais, de diffusion, notamment numérique, ne cessent d'évoluer à travers... et en fait, je dirais que les textes sont très, très en retard par rapport à ça. Je vois qu'on a été rejoint par un invité. C'est un Menkoun, non? Oui, c'est Nouma. Elle voulait participer.
Ah, bon, comme ça, voilà, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci énormément d'avoir été présents ce soir à vous trois et à Gaël. Merci à Émilie pour la technique et puis à toutes les équipes de l'ombre des vidéos live qui sont dans les remerciements et qui font en sorte que toutes les 2 semaines, nous puissions nous retrouver pour échanger à ces sujets. Et puis, rendez-vous dans 2 semaines. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.